Vous n'imaginez pas tout ce que les arbres peuvent apporter. Dans la première moitié du siècle dernier, l'Amérique a bâti une forêt dans les États des Prairies dans un seul but: aider d'innombrables personnes à survivre au Dust Bowl. C'est ainsi qu'on appelle la période dévastatrice des années 30, quand le pays fit face à une sécheresse extrême qui ravagea les champs des agriculteurs. Vous n'en avez sans doute jamais entendu parler, mais ce mur vert oublié, composé de forêts, a sauvé tout un pays de problèmes dévastateurs. Tout a commencé dans les années 30. De graves sécheresses ont détruit d'immenses quantités de récoltes. Les fermiers étaient terrifiés. Des vents puissants balayaient sable et poussière sur les champs fertiles, polluant et dégradant les sols. Les ouragans accéléraient aussi l'érosion et évaporaient l'humidité, laissant le sol sec et stérile. Les champs de maïs et d'autres céréales ne produisaient presque rien. Une famine grave approchait. C'est pourquoi, le 21 juillet 1934, le président Franklin D. Roosevelt chargea le service des forêts de lancer le projet de plantation d'arbres des Grandes Plaines. Ça paraît formidable et prometteur. Mais comment l'Amérique a-t-elle stoppé le Dust Bowl exactement? L'idée était de planter un maximum d'arbres en rangées longues, larges et rectilignes. Ces rangées devaient servir de boucliers, protégeant les champs des vents forts, empêchant l'érosion et réduisant la sécheresse. Les bandes d'arbres offraient aussi de l'ombre, rafraîchissant le sol et les sources d'eau voisines. Elles protégeaient les cultures des animaux nuisibles et fournissaient aux gens un matériau extrêmement précieux, le bois. En somme, c'était un vaste projet de restauration climatique. Le service des forêts établit son siège à Lincoln, dans le Nebraska, ainsi que dans plusieurs villes et comtés de l'Oklahoma. Le lancement officiel de la construction forestière eut lieu le 18 mars 1935, dans la ville de Mangum, à la ferme H.E. Curtis, où la première bande boisée fut plantée. Vous pensez peut-être que planter des arbres est simple, mais vous auriez tort. Il ne suffit pas de jeter des graines dans le sol, de les recouvrir de terre et d'ajouter un peu d'eau. Prenons le pacanier comme exemple. C'est un arbre assez grand, au feuillage large et dense. Si vous semez directement en terre, vous devrez consacrer beaucoup de temps et d'énergie à lutter contre les mauvaises herbes et les parasites. Une graine demande plus de soins et d'attention qu'un jeune plant, car elle est bien plus vulnérable. On n'arrose pas l'arbre au hasard. Il faut établir un plan d'irrigation adapté. Vous ne sautez pas de repas dans la journée, alors une graine aussi doit recevoir de l'eau régulièrement. Mais n'en faites pas trop. Un excès d'eau peut détruire l'arbre. De nombreux facteurs entrent en jeu, comme la température et la fertilité du sol. Ne soyez donc pas surpris si rien ne fonctionne au début. Une méthode plus fiable consiste à planter un jeune arbre. On l'amène dans un champ, on creuse un trou de taille adaptée, on humidifie les racines, on taille légèrement racines et branches, on le place dans le trou et on le recouvre de terre. En rebouchant, il faut bien tasser le sol. Pour finir, on arrose pour affermir la terre. On coupe la moitié de la cime pour équilibrer le système racinaire. Et à ce stade, vous avez sûrement la tête qui tourne avec toutes ces informations. Mais ce n'est que le début du travail. À mesure que l'arbre grandit, il faut peindre le tronc en blanc ou l'envelopper de protection spéciale pour le protéger du soleil et d'autres agressions. N'oubliez pas les mauvaises herbes et le gazon. Ils ne nuisent pas directement à l'arbre, mais ils rivalisent pour l'humidité et les nutriments dont le pacanier a besoin. Ensuite, certains insectes et parasites s'attaquent à l'arbre et propagent des maladies. Il faut choisir des traitements spécifiques pour éliminer toutes ces menaces. Alors, oui, planter un arbre n'est pas si simple, et on ne parle que d'un seul pacanier. Pendant ce temps, l'Amérique a bâti une forêt composée de mûriers, d'orangers des osages, de peupliers, de frênes verts, de micocouliers, de cèdres rouges, de noyers et bien d'autres essences. Chaque jour, les fermiers prenaient soin de tous ces arbres. Ils les arrosaient, fertilisaient le sol, arrachaient les mauvaises herbes, luttaient contre les parasites, le tout sous une chaleur extrême. Bien sûr, une telle forêt exigeait plus que les seuls efforts des fermiers. Le gouvernement fédéral les soutenait activement. Si un fermier souhaitait créer une bande boisée, il soumettait une demande. Des commissions spéciales évaluaient le terrain destiné à la plantation et testaient le sol. Si la terre était fertile, les autorités validaient la requête. Dès lors, les fermiers commençaient à planter. Des équipes gouvernementales les aidaient à construire des clôtures et à combattre rongeurs et mauvaises herbes. C'était un effort collectif qui a produit des résultats impressionnants sous forme de rangées forestières bien structurées. Chaque arbre dans une rangée était espacé d'environ 3 mètres.
La largeur de la bande boisée allait de 30 à 50 mètres. Sachant que les essences choisies avaient un feuillage dense, chaque bande formait une barrière épaisse servant de filtre, purifiant l'air du sable et arrêtant le vent. Pour améliorer l'efficacité de ce filtre, les fermiers plantaient de grands arbres dans les rangées centrales, des arbres plus petits sur les côtés et des arbustes en bordure. Le projet de reboisement américain devint si vaste qu'en 1942, 220 millions d'arbres avaient été plantés sur près de 29 000 km, du Dakota du Nord au Texas. Bien sûr, tout ne s'est pas déroulé parfaitement. Certaines bandes boisées ont été gravement endommagées, puis retirées par les fermiers. De nombreux arbres et arbustes ont souffert de sécheresses intenses et d'invasions de criquets. Et dans certaines zones, les fermiers ont mal restauré le sol. En 1936, le taux de survie des arbres avoisinait 73%. En 1937, l'entretien fut entièrement confié aux fermiers et le taux chuta bientôt à environ 61%. Mais pourquoi les dégâts ont-ils augmenté après le transfert du projet? Les fermiers faisaient bien leur travail. Peut-être que le problème venait de l'échelle. Entretenir une forêt si vaste est extrêmement difficile, même avec des gens expérimentés. Il pouvait arriver que pendant que les fermiers du Kansas luttaient contre les criquets, des vents puissants en Oklahoma déracinaient des arbres. Mais cette forêt artificielle en valait-elle la peine? Oui, la forêt a aidé dans une certaine mesure, mais globalement, elle n'a pas protégé les champs du Dust Bowl aussi efficacement qu'espéré. En revanche, ces arbres sont devenus le refuge d'innombrables oiseaux et animaux. Des internautes affirment que dans les années 50, on voyait beaucoup de faisans dans cette zone. Encore aujourd'hui, selon des forums, ces oiseaux vivent toujours dans les anciennes bandes boisées. De nos jours, les habitants voient beaucoup d'arbres dans les états des prairies et pensent sans doute qu'ils sont apparus naturellement. Peu de gens savent que tout cela résulte du dur labeur de nombreux fermiers et que la vraie raison pour laquelle l'Amérique a bâti une forêt était de sauver le pays. Il est important de s'en souvenir. Aujourd'hui, le pays n'est menacé ni par la sécheresse, ni par une destruction massive des récoltes, à notre connaissance. Aucune famine n'est prévue non plus. Mais pourquoi est-il toujours important de préserver ces bandes boisées? Oui, elles sont vitales pour la nature et abritent de nombreuses espèces animales. Mais au-delà de ça, elles offrent des avantages très concrets pour les gens. Elles protègent la couche arable des vents forts. En hiver, elles empêchent les routes d'être ensevelies sous la neige. Pensez à la façon dont les blizzards peuvent recouvrir les autoroutes d'épaisses congères. Les rangées d'arbres réduisent considérablement l'accumulation de neige. Les fermiers plantent aussi des bandes d'arbres entre leurs exploitations et les routes voisines. Cela crée un bouclier naturel qui protège animaux et cultures de la poussière, des gaz d'échappement et du bruit de la circulation. Vous aussi, vous pouvez créer une telle bande boisée. Non, sérieusement, beaucoup rêvent d'avoir leur propre jardin ou un petit arbre. Mais pourquoi pas une forêt entière? Imaginez la satisfaction de vous y promener, des années après la plantation. Les fermiers qui ont créé cette immense bande boisée étaient sans doute fiers de tout le travail accompli. Vous vous demandez peut-être ce qu'il advient aujourd'hui de la ceinture forestière des Grandes Plaines. Existe-t-elle encore? En 2010, l'état de nombreuses bandes boisées s'était dégradé. Des plantations trop denses, le vieillissement des arbres et la propagation d'espèces concurrentes pour l'eau et les nutriments les ont toutes affaiblies. Les gens ont presque oublié le projet de reboisement américain. Heureusement, durant ces mêmes années, le gouvernement a alloué des fonds pour entretenir ces forêts au Kansas, dans les deux Dakota et au Nebraska. Il reste donc peut-être un espoir pour elles.